Yaurana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Le festival international du film documentaire océanien est depuis plusieurs années déjà une vitrine de l'audiovisuel océanien et un rendez-vous incontournable. Que nous propose l'édition 2025, justement moteur action avec nos invités Laura Théron, déléguée générale du FIFO. Yaurana. Harry Rimbaud, réalisateur et animateur d'atelier. Yaurana. Nico PK16, réalisateur et membre du jury du Minifilm Festival. Yaurana. Et enfin, Tevai Maio, réalisateur d'un film en sélection. Yaurana. On commence avec Laura. Pour nous rappeler, s'il te plaît, ce que fait l'essence du FIFO. Le FIFO, chaque année, depuis bientôt 22 ans, puisqu'on est à la 22e édition, propose de voyager en Océanie à travers le regard des films de la sélection. Généralement, ce sont essentiellement des documentaires. Depuis 15 ans maintenant, on a une sélection de courts-métrages de fiction également. Mais le FIFO, c'est aussi le rendez-vous de tous les professionnels de l'audiovisuel de la région, mais surtout de Polynésie. Alors j'ai envie de m'adresser à la femme derrière la déléguée générale du FIFO. C'est important pour toi de mettre en valeur cet événement qui est finalement une ode au voyage dans le Pacifique. Je pense que c'est important de parler de nous, océaniens. Je pense que c'est important de transmettre la notion d'identité océanienne aux jeunes générations. Et c'est important aussi de donner de la visibilité aux métiers et aux pratiques audiovisuelles qui sont des métiers d'avenir. Alors justement, faisons un point sur les différents profils qu'il y a sur notre plateau et on commence avec Tevei. C'est ta première sélection au FIFO avec ton documentaire. Est-ce que tu as du stress, de l'appréhension puisque le FIFO c'est dans 2 jours à peine? Du stress, pas vraiment, parce que je travaille aussi sur d'autres projets en parallèle. Mais on va dire que on attend une réponse quand même de la communauté sur lequel, sur ce documentaire, ce documentaire avec la communauté, parce qu'en fait le documentaire parle de métal en Polynésie, et du coup c'est plutôt le retour qu'on attend, parce que c'est fait sur eux et pour eux. Et du coup après pour le grand public, on espère qu'ils vont découvrir un sujet qu'ils connaissent pas forcément. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de fierté aussi d'avoir été sélectionné finalement? Fierté, oui, bien sûr. Enfin, quand on est sélectionné au FIFO, c'est qu'on est parmi les meilleurs films de toute la présélection. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a quand même une centaine de films derrière, je pense. Et du coup, oui, c'est toujours une fierté d'être dans la sélection. Alors on va continuer avec Nico. Toi tu as eu un début fulgurant après avoir remporté un festival de films d'animation. C'était en 2010. Raconte-nous tout. Donc c'est ça, c'était il y a longtemps maintenant, 15 ans. Et c'était le Tahiti Nui Hananei. Et c'était un festival de films d'animation. Il y avait une catégorie environnement, si je me rappelle bien. Et il y avait une caméra à gagner. Et du coup, j'avais gagné cette caméra-là. Et c'est celle qui t'a permis finalement de te professionnaliser et te développer dans le domaine? Ah mais clairement, parce que j'avais prévu un voyage juste après. Et du coup, c'était vraiment la caméra que tout le monde voulait à l'époque. C'était un Canon 5D. Et du coup, j'ai gagné ça. Je suis parti en voyage. J'ai fait des vidéos de voyage. Et en revenant, du coup, c'est là que j'ai ouvert ma patente parce que Tahiti Tourisme et d'autres personnes m'ont contacté parce qu'ils avaient vu mes vidéos de voyage. Et ils voulaient que je travaille pour eux, quoi. Mais c'était à partir de ce moment-là où j'ai vraiment travaillé de façon professionnelle. La première pierre à l'édifice de ton travail aujourd'hui. Ah oui, clairement. Un petit peu dans la même idée, Harry, pareil, tu as participé à ce festival à l'époque. Et en 2017, j'ai vu des articles pleins sur toi. Il y a un article qui disait tu étais vu comme l'étoile montante du paysage audiovisuel de la Polynésie française. Tu es devenu une personnalité publique incontournable aussi. Tu avais 26 ans et tu avais réalisé Putahi Kotahitanga, je crois que je l'ai bien dit. Ah oui, exactement, bravo, hein. C'est pas évident pour tout le monde. Ouais. Du coup, de quoi ça parlait finalement? Alors, le documentaire traitait d'un festival d'art contemporain polynésien qui se passait lors de cette édition qu'on a filmée en fait en Nouvelle-Zélande. Et en fait, c'est une co-création entre le Centre des métiers d'art et l'université Waikato de Hamilton en Nouvelle-Zélande. Et donc, pendant 2 semaines, on a filmé des artistes autochtones qui venaient de tout le Pacifique, en fait des petites délégations de 2-3 personnes qui viennent travailler ensemble dans un grand gymnase, créer des œuvres d'art contemporaine et s'auto-influencer aussi. Et puis voilà, à la fin, tout le monde expose dans des grandes galeries en Nouvelle-Zélande.
Et donc le film parle de ça, de l'art contemporain dans l'Océanie, et puis de ce besoin en fait de se connecter ensemble entre les peuples et de travailler ensemble sur des projets. Se connecter, s'auto-influencer, comme tu l'as dit, c'est un cercle vicieux. Et finalement, ce que les gens ne voient pas, c'est que vous, en tant que réalisateur, derrière la caméra, finalement, vous vivez aussi l'expérience. Toi, ça t'a plu, cette expérience que tu avais vécue? Ah oui, absolument. Je pense que faire n'importe quel documentaire, c'est une expérience incroyable en fait d'immersion dans le sujet qu'on traite. Voilà, mes homologues pourront certainement en parler également, mais là, pour le coup, par exemple, c'était l'art contemporain dans l'Océanie. Et puis on rencontre des artistes auxquels on n'aurait pas eu accès en fait en dehors de cette expérience, sauf si on avait été en Nouvelle-Zélande. Bien sûr. Donc voilà, c'est des paysans. Et puis on y était allé avec une classe du Centre des métiers d'art aussi, donc c'était un peu la jeune garde en fait des artistes contemporains d'ici, qui eux ont été influencés par tout ça. Donc c'est vraiment une expérience, c'est comme une alchimie en fait commune qui est vraiment agréable. Alors depuis tout à l'heure, avec vos expériences, je vois que Laura, tu les écoutes attentivement. La mise en valeur de tous ces talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, c'est aussi un des objectifs du FIFO. Complètement. Le FIFO, c'est en fait, on travaille avec ces professionnels. C'est le cas de toutes les personnes qui sont autour de la table. C'est-à-dire que ce sont tous des professionnels de l'audiovisuel avec qui on travaille parce qu'ils sont prestataires de services et qu'on collabore avec les professionnels de l'audiovisuel. On a un photographe sur l'événement, on a des réalisateurs qui font des captations vidéo, on a une boîte de production qui nous aide à traiter les films. Ensuite, on les accompagne aussi dans la promotion de leur métier à travers les ateliers qu'on propose à l'audiovisuel. Et ensuite, on les accompagne aussi dans la promotion de leurs arts lorsqu'ils, comme T'éveilles cette année, nous proposent un film qui peut être sélectionné. Et là, on est très heureux de donner de la visibilité à leur création et à leur métier d'artiste, parce que les réalisateurs, même si ce sont tous des très bons techniciens de l'audiovisuel, ce sont aussi des artistes et parfois ils ont besoin de cet accompagnement, on va dire, plus autour de la communication, de visibilité, parce que parfois ils savent pas très bien se vendre aussi. Ou parfois ils ne sont pas du tout vendus. Par exemple, c'est le cas du film de T'éveilles qui n'a pour le moment pas été encore acheté dans le cadre d'une diffusion. Et donc le FIFO va se positionner aussi comme une forme de tremplin de visibilité dans un cadre de marché, donc d'achat et de vente de documentaires. Ce qui est très contradictoire, puisque en tant que réalisateur, vous arrivez à mettre en valeur et à vendre un sujet sans pour autant se mettre soi-même en valeur. Mais cet exemple-là avec T'éveilles me permet justement une transition parfaite, puisque depuis les années 90, le style a fait son chemin pour devenir populaire, bien que marginal à ses débuts. On parle bien sûr du synopsis, du métal pacifique, la mélodie de l'enfer au paradis. Comment ça t'est venu l'idée? Comment est-ce que tu as dégoupillé tout ça? Alors en fait, moi à la base, je fais de la musique dans un groupe en fait. Du coup, on connaît un petit peu la scène parce qu'on faisait du rock and roll, qui allait aussi vers des influences métal, quoi. Du coup, on connaît la scène et ça n'a pas été très compliqué de fédérer tout le monde et leur demander, en fait, ça vient aussi de la rencontre avec Marion Bois, qui est la co-réalisatrice du film, donc on l'a fait à deux. Et du coup, de cette rencontre est née l'idée de faire ce documentaire avec des images que je tournais déjà à l'époque, en fait. J'ai commencé à tourner en 2017 sans vraiment savoir quoi faire avec, quoi. Et du coup, quand elle est rentrée dans l'équation, c'est là qu'on s'est dit, bon, on fait quelque chose. Il y a quelque chose à faire sur le sujet, voilà. Il faut se lancer. Parce qu'elle a une vision journalistique, en fait. C'est une journaliste, du coup, elle a apporté sa vision et surtout son panache pour mettre les choses en place. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, le film serait sorti dans 5 ans. Alors, justement, tous ces films qui ont été sélectionnés, Laura, cette année, c'est 48 films au total, dont 11 polynésiens, dont 3 qui sont en sélection. C'est bien qu'il y a une demande sur la scène audiovisuelle locale et dans le Pacifique? C'est bien surtout le signe, je pense que ça incarne très bien le fait qu'on a une filière audiovisuelle en Polynésie qui est sérieuse, qui est haut niveau et au niveau international. Donc effectivement, cette année, on a 11 films qui sont sur la Polynésie ou réalisés par des Polynésiens. C'est un record dans l'histoire du FIFO, mais c'est surtout la preuve qu'on a une filière qui est saine, qui est résiliente, qui a
qui s'est remis aussi du Covid, qui a été une expérience difficile pour tous les prestataires de services, et la plupart des gens dans l'audiovisuel sont des prestataires de services. Donc on est fiers de cette représentation polynésienne dans notre sélection, et c'est aussi la garantie qu'on va pouvoir participer à la promotion de la Polynésie française dans les tournées internationales qu'on propose ensuite avec des collaborations avec d'autres festivals ailleurs, à d'autres moments dans l'année. Pardon. Est-ce qu'on peut dire, donc, je me tourne vers toi, Harry, que le film, en général, l'audiovisuel en Polynésie française, a de beaux jours devant lui? Oui, alors personnellement, je suis absolument optimiste en fait sur le futur de l'audiovisuel et du cinéma en Polynésie et des documentaires. Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'audiovisuel est partout en fait, dans nos téléphones, sur nos tablettes, hein, on est dans les écrans tout le temps. Donc, on est obligé de créer également, hein, de raconter notre histoire. Donc, inévitablement, on se dirige en fait vers un agrandissement de la production audiovisuelle. Hein. Voilà. Toujours sur les expériences, Nico, toi tu as un film présenté lors de la 15e nuit de la fiction océanienne. C'est plutôt du coup ce qui va se passer. C'est un court-métrage poétique qui mêle prévention et danse. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement, ça s'appelle La Cachette. C'est un film que j'ai produit en collaboration avec la CPS. En fait, c'était un appel d'offres et j'ai proposé de faire 5 films. Et donc celui-là fait partie d'une série de 5 films. Il fait 7 minutes. Et en fait, j'avais décidé d'un peu d'arrêter les documentaires pour me mettre à la fiction, pour me remettre à ce que j'ai toujours voulu faire. Et je suis carrément content parce que j'ai trouvé ce partenaire. Et en plus, il a été acheté les films ont été achetés par TNTV aussi. Et ils seront diffusés d'ailleurs bientôt, je crois. Fin janvier, fin février. Ça te tenait à cœur de parler de tous les sujets dont tu parles dans tous ces films-là, et en particulier, bon, je parle de La Cachette, puisque c'est de la prévention autour de l'alcoolisme. En fait, ce qui me tenait à cœur, c'était de faire des projets qui avaient un peu plus de sens. Moi, j'ai une petite fille qui a 9 ans maintenant, qui est née ici, et en ayant un enfant, tu commences à réfléchir différemment, et tu te dis, moi je faisais beaucoup de films sur la danse, tu vois, c'était très sympa, mais je trouvais que ça manquait de profondeur dans le travail que je faisais. Et j'avais envie de faire des trucs un peu plus profonds, avec un peu plus de sens, et j'ai réfléchi dans ce sens, comment je pourrais continuer à travailler sur des films de danse, mais en parlant de messages importants. Et du coup, j'ai réfléchi aux messages, aux problématiques plutôt qu'il y avait en Polynésie française, et j'ai essayé de mettre ça en avant. L'alcoolisme en particulier, c'est pas quelque chose que moi j'ai personnellement vécu, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive assez souvent ici, qui est un vrai problème. Et donc voilà, je voulais parler de ça. L'alcoolisme comme n'importe quel autre message que l'on aimerait faire passer. Après avoir discuté avec plusieurs réalisateurs, Laura, j'ai remarqué que certains avaient vraiment cette envie de faire passer des messages, de vouloir véhiculer quelque chose, de se rendre entre guillemets utile entre guillemets à la population. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans la création d'un film ou pas forcément? Je pense que c'est un trait commun à beaucoup des films du FIFO, toute année confondue. C'est une forme d'engagement sur des sujets variés. C'est attirer l'attention ou faire en sorte de donner de la visibilité à des sujets dont on ne parle pas suffisamment. Il y a beaucoup de films qui sont vecteurs de tolérance, d'apprentissage, en anglais on dit raised awareness, mais il y a aussi des films qui se contentent, et c'est déjà beaucoup, de célébrer notre région dans ce qu'elle a de créatif, de contemporain, de vivant, et sur cette projection sur comment on vit le vivre ensemble, comment on fait en sorte d'être des communautés représentées, vivantes, et qu'on entende les voix océaniennes. Alors, dans toutes les activités que propose le FIFO, il y a le mini-film festival. Laura, c'est quoi exactement? Alors, le mini-film festival, c'est un bébé projet dont on a eu l'idée en 2024. On a fait un appel à film en 2024. C'est assez simple, c'est réservé aux Polynésiens qui ont moins de 26 ans. Et donc, ils doivent nous produire des films de moins de 3 minutes tournés en format paysage. Le mini-film festival fait écho à un projet qui existait il y a 10 ans et qui s'appelle le Vini Film Festival. Vini est un de nos partenaires, et donc on leur a proposé de relancer un petit peu cette idée, parce que certaines des personnes qui sont autour de la table, qui à l'époque étaient des jeunes réalisateurs et aujourd'hui sont les professionnels du secteur, avaient participé au Vini Film Festival. Et comme on se côtoie régulièrement, tous en gardent un très bon souvenir, et un souvenir aussi de tremplin.
Et finalement, on propose beaucoup d'ateliers audiovisuels au FIFO, mais on n'a pas forcément la place pour des projets amateurs ou jeunesse qui seraient pas tout à fait au niveau d'une sélection internationale. Et donc, le mini-film festival du FIFO, qui verra sa première édition là en 2025 sur la 22e édition, c'est de proposer une tribune pour des films jeunesse et ce qu'on appelle du mini-métrage, donc du très court métrage de moins de 3 minutes. Alors la boucle est bouclée puisque Nico, tu as participé à un mini-film festival et aujourd'hui tu es jury de ce mini-film festival. Une petite fierté quand même d'avoir, avec tout ce parcours. Mais carrément, j'ai reçu la demande de Laura il y a 3 jours par email. J'ai rigolé parce que c'est exactement ça en fait. Moi j'ai commencé vraiment, Laura a tout dit, j'ai commencé par le Vinifilm Festival à proposer mes petits films filmés au téléphone. J'ai gagné un prix meilleur scénario en 2012-2013. Et c'est vrai que ouais, ça c'est un truc que je trouve il manquait ici. Et je suis très content que ça reprenne parce que j'avais eu aussi l'idée de réfléchir à faire ce genre de festival et Laura m'a contacté l'année dernière pendant que je réfléchissais aussi déjà à faire ce genre de festival. Donc j'ai dit, moi je suis carrément partant, que c'est une super idée, je pense. Et comme on a dit, la boucle est bouclée, en tout cas dans ton cas. Ça permet de mettre en valeur les projets amateurs et puis pourquoi pas aussi susciter de l'envie par rapport à ce mini-film festival. Un petit peu comme Aré, depuis ton documentaire, tu es allé à la rencontre des élèves, susciter l'envie autour de l'audiovisuel. Donc tu étais dans les établissements scolaires dans le cadre du FIFO. Qu'est-ce que tu leur as appris? Qu'est-ce que tu leur as dit? Alors, j'apprends aux élèves, je leur apprends à réaliser leur propre reportage TV. Donc, c'est en soi le même atelier que je donne lors du festival, pendant la semaine du festival FIFO à Papeete. Et puis, alors, on apprend, on a un petit peu de théorie technique en fait, où je leur apprends à rédiger des questions d'interview, par exemple. On fait une checklist du matériel. Je leur parle de ce qu'ils ont besoin, en fait. Ensuite, on rappelle des règles de tournage, du cadrage, la lumière, le son, tout ça. Et puis, ensuite, ils ont 1 heure. Ça dure 2 heures à peu près. Et ensuite, ils ont 1 heure où ils vont sur leur campus filmer, en fait, tourner leur propre petit reportage TV, comme s'ils étaient des apprentis journalistes, en fait. Ah, donc ils ont besoin quand même de caméras ou d'expérience? Voilà. Alors, ils ont surtout besoin soit d'un téléphone, soit d'une tablette. Et souvent, l'établissement fournit des tablettes. Donc, voilà, c'est comme l'atelier lors du festival. En fait, les gens apportent leur téléphone ou leur tablette. Voilà. Et je leur apprends à utiliser leurs propres outils. Et comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient l'envers du décor? Un petit peu comme dans une émission comme celle de Manava, quand on voit l'envers du décor et qu'on ne connaît pas, on est toujours là, waouh, c'est trop beau ou c'est impressionnant. Est-ce que c'est un peu les mêmes réactions que tu as? Ouais, souvent ils sont un peu impressionnés effectivement parce que les gens, enfin les élèves et puis les gens en général qui sont pas vraiment dans l'audiovisuel sont consommateurs en fait de la télévision, des films, etc. Et quand ils se rendent compte de tout le travail que ça demande en fait, je leur dis qu'il faut s'asseoir d'abord et puis noter ses idées sur un papier, faire des listes en fait de qu'est-ce qu'on a envie de filmer, quel thème on veut aborder. Et puis alors il y a tout un travail qu'on fait sur les questions également, la rédaction de questions, comment rédiger des questions qui nous ressemblent en tant que reporter également. Ah oui, je confirme. Voilà, ça demande un temps et en fait, alors des fois ils savent pas trop où est-ce qu'on va jusqu'à ce qu'ils arrivent à dégager leurs propres questions et puis là, ah oui d'accord, voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Puis surtout tout le matériel qu'on doit, en fait, on fait une liste du matériel et puis je leur fais comprendre que ils peuvent pas oublier un seul élément en fait parce que sinon en fait ça risque de compromettre tout le tournage. Voilà. Est-ce que la transmission justement de toutes ces connaissances, ce savoir aux jeunes, c'est important pour toi, Téveil, de se dire que le flambeau finalement va être repris? On est obligé de faire ça de toute façon. Enfin, je veux dire, avec tous les réseaux sociaux qui se mettent en place et toute la nouvelle génération qui arrive, on est obligé de les former en fait pour se professionnaliser. Parce que ça peut partir dans tous les sens aussi. Enfin, je veux dire, il faut qu'ils aient aussi cette conscience du danger, en fait, quand on produit quelque chose, des difficultés qu'il y a derrière en fait, ça vient pas tout seul, quoi.
Il y a toute la partie technique aussi, il y a le son surtout, par exemple, pas que l'image. Il y a plein de petites choses comme ça à connaître. Du coup, il faut des gens qui sont déjà installés, qui puissent donner justement leur expérience, quoi. Parce que c'est bien aussi, c'est bien les tutoriels, hein, mais c'est mieux le terrain. Et justement, les ateliers du FIFO sont là pour pouvoir aider et guider les différentes personnes qui sont intéressées. Avant de continuer sur notre plateau, on va faire un tour du côté de TFTN avec Franck Philippon, animateur d'atelier autour du storytelling. Il nous explique le concept. Alors c'est un workshop qui est autour du concept de qu'est-ce que c'est qu'une histoire. On parle beaucoup dans le monde d'aujourd'hui du storytelling, puisque tout le monde, même pour une vidéo sur TikTok, d'une certaine manière, on vend quelque chose qui peut être soi-même, mais dont on a besoin d'en faire une histoire. Le principe du storytelling, qui peut s'appliquer aussi bien à des choses de virales, des réseaux sociaux, du documentaire, et évidemment de la fiction, parce que la fiction repose sur le principe d'une histoire. Et en fait, on parle beaucoup d'histoire et de storytelling, mais on ne sait pas toujours ce que c'est concrètement une histoire. Non pas en termes de théorie, mais vraiment en termes concrets, comment on construit une histoire, de quels outils on a besoin, de quoi globalement on a besoin pour créer une histoire, la développer concrètement, que ce soit sous un format de film ou sur un format sériel. Il y a un certain nombre d'outils vraiment concrets, de questions qu'il faut se poser, de fils qu'il faut tirer. Et oui, je trouve que c'est intéressant et important quand on est dans des métiers de l'audiovisuel. Même le documentaire est de plus en plus touché par la question du storytelling et des personnages qu'on met au centre de ce qu'on va raconter. Et donc l'objectif, c'est vraiment de donner des outils précis, concrets, pour des aspirants auteurs, quel que soit encore une fois le format de ce qu'ils veulent raconter, mais des questions qu'ils doivent se poser s'ils veulent développer un projet audiovisuel. Je dirais qu'il y a 3 ingrédients clés. C'est d'abord un ou des beaux personnages, parce que ce soit un film ou une série, mais d'ailleurs plutôt fiction, mais dans le fond même documentaire aussi, on est toujours happé comme spectateur dans une œuvre audiovisuelle par des personnages qui nous touchent et auxquels on s'identifie ou auxquels on s'intéresse. Donc le personnage, c'est vraiment un des pôles les plus importants. Il y a évidemment l'histoire qui va lui arriver à ce personnage, donc à travers un certain nombre d'ingrédients. Évidemment, pour une série, c'est encore plus riche parce qu'il faut inventer plus de rebondissements et plus de densité. Et il y a aussi un troisième pôle qui est très important, c'est l'univers dans lequel se déroule l'histoire et évolue le personnage. Parce qu'on a eu tellement on a vu tellement de films, tellement de séries avec les plateformes aujourd'hui, que l'originalité du monde dans lequel se déroule l'histoire participe de la curiosité qu'on peut avoir à aller voir cette série ou ce film. Et que donc, voilà, ces 3 pôles, le personnage, l'histoire à raconter et l'arène, l'univers dans lequel ça se déroule, c'est vraiment les 3 premiers enjeux sur lesquels il faut réfléchir quand on veut essayer de créer une série, mais c'est valable aussi d'un film. Alors comme on vient de le voir et on l'a déjà entendu avec les différentes personnes qui sont intervenues sur notre plateau aujourd'hui, on a des ateliers de reportage TV. On l'a rapidement dit tout à l'heure, la boucle est bouclée pour toi Nico, puisque tu proposes aussi des ateliers de stop motion. Tout ça pour attirer cette jeunesse. C'est important aussi, un peu la même question que tu éveilles tout à l'heure, Laura, de transmettre toutes ces idées à la jeunesse. C'est très important quand on rencontre les jeunes, que ce soit dans le cadre du FIFO ou dans le cadre des ateliers qu'on fait hors les murs, jusque dans les îles. On se déplace dans les établissements scolaires dans les îles. C'est une des premières choses qu'on leur dit, c'est leur faire prendre conscience que l'audiovisuel, c'est partout. Qu'ils sont eux-mêmes des très gros consommateurs d'audiovisuel, mais qui sont aussi des producteurs audiovisuels. Parce qu'ils font des stories, parce qu'ils filment, parce qu'ils se filment en permanence. Ils sont nés avec ces outils-là dans les mains. Et donc, de leur dire qu'ils savent, ils utilisent, on leur montre comment faire dans les règles de l'art, mais surtout, on passe aussi beaucoup de temps à leur expliquer que leurs histoires, leur voix, leur quotidien a de la valeur, que c'est ordinaire chez nous parce que c'est chez nous, mais que partout ailleurs, c'est extraordinaire ce qu'on a, nous, chez nous, en Polynésie. Et donc, oui, c'est important de transmettre et c'est surtout très, très important que nos jeunes, et évidemment que toute la communauté audiovisuelle professionnelle, s'empare de nos histoires et porte très loin la voix des Polynésiens et par extension des Océaniens.
Chère jeunesse, j'espère que vous avez bien entendu Laura, parce que là, s'il vous faut autre chose pour pouvoir aller au FIFO, je ne sais pas ce qu'il vous faut, puisqu'on a très bien mis en valeur cet événement, mais avant de terminer l'émission, on va parler d'une initiative, l'Oceania Lab dans le bootcamp. Je reviens vers toi Laura, c'est quoi exactement ces deux initiatives? L'Oceania Lab, du coup, c'est notre pépinière autour de l'audiovisuel qu'on propose au FIFO. Donc, il y a des ateliers d'initiation à l'audiovisuel, le Mini-Film Festival qui en fait partie, des masterclass et des workshops ciblés professionnels ou adultes. Et puis, il y a le bootcamp qui est une espèce de camp accéléré de formation créative. Pour ce bootcamp, on fait venir un professeur de la Griffith Film School de Brisbane en Australie qui se déplace exprès pour faire une semaine de formation intensive auprès de jeunes étudiants passionnés par l'audiovisuel. Pour le rappel, on n'a pas de filière d'études supérieures ciblée sur l'audiovisuel et donc finalement au FIFO, on s'est un peu emparé de ce trou dans l'espace estudiantin polynésien pour proposer à nos jeunes de se former, de s'interroger et de découvrir ces métiers. Et pour conclure finalement notre émission, le programme, où est-ce qu'on peut le trouver si on veut venir participer, que ce soit aux ateliers, à la diffusion des films, etc. Où est-ce qu'on peut trouver ce programme? Tout est à jour et en ligne sur le site internet du FIFO, www.fifotahiti.com. Toutes les inscriptions aux ateliers, aux soirées spéciales, aux programmes scolaires, j'invite aussi bien sûr les professeurs. Ça se passe sur le site internet. Si vous n'y arrivez pas, appelez-nous, on vous accompagnera avec grand plaisir. Voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de sortir leur cahier de texte pour les jeunes, leur agenda ou tout simplement un petit papier, c'est fifotahiti.com. Toutes les informations, comme le disait Laura, sont à jour et disponibles sur ce site. Merci, messieurs, madame, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, nous, on se retrouve demain à partir de 17h pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. 18h, votre VA Tahiti, vous connaissez la chanson. Maururi Totato Farerera, Trahoma Pariana.